Salut à tous et bienvenue sur Elric Studio Jeux de plateau. J'ai grand plaisir à vous retrouver aujourd'hui pour le lancement d'une mini-série consacrée à Vampire la Mascarade, Chapters. C'est un jeu développé par Gary Petre et Thomas Philippi, édité outre-Atlantique par Flyos et importé en Europe par Funforge. J'ai d'ailleurs transmis un mail à Funforge, qui représente les ayants droit en Europe, afin de les prévenir et de leur demander l'autorisation de consacrer des vidéos au jeu, simplement parce que Vampire la Mascarade est un jeu narratif qui se joue en campagne et que vous proposer des scénarios multiples sur la chaîne est une démarche qui va forcément comporter et engendrer des spoils, c'est-à-dire la divulgation d'informations importantes, d'intrigues, d'embranchements qui peuvent gâcher l'expérience de jeu pour des gens qui seraient non avertis et qui envisageraient d'acquérir le jeu dans un proche avenir. Donc il est vrai que je me dois aussi de vous avertir, hein. Ces différentes vidéos vont comporter des spoils et des spoils importants. Donc attention, pour ceux qui ne veulent pas du tout découvrir le contenu de la campagne, il faudra vous arrêter à la fin de cette vidéo qui va être consacrée, en ce qui la concerne, uniquement à la mise en place d'un prologue, donc d'un mini-scénario qui précède le lancement de la campagne. Comme je viens de vous le dire, je vais tester donc un nouveau format de vidéo, format court, qui va durer, je pense, maximum 1 heure à chaque fois. Plus vraisemblablement des vidéos, des sessions qui vont durer 20-25 minutes, pour me permettre de mieux les insérer dans mon emploi du temps qui aujourd'hui se charge allègrement. C'est un peu par obligation aussi que je vais vous proposer ça. Néanmoins, on s'accordera un temps pour expérimenter et puis un temps pour voir si le format vous convient, me convient, et puis si c'est pertinent ou non. Quant à la proposition que je fais, moi, de partie complète de jeux de société sur la chaîne. Bon, et puis on verra ça ensemble. Toujours est-il que par rapport à Vampire la Mascarade, là, on va se lancer aujourd'hui dans un épisode exclusivement consacré à la mise en place d'un prologue. Prologue qui est à chaque fois consacré à l'un des personnages qui peut être incarné par les joueurs. Sachant que dans la boîte Montréal, en fait, on a 8 personnages possibles. Enfin, j'en ai déjà découvert certains à travers leur prologue, puisque chaque personnage a un prologue spécifique. Et donc, j'ai envie de partager une découverte aussi avec vous, découverte d'un personnage que je ne connais absolument pas. Alors, jusque-là, j'ai joué Harold Beaulieu, qui est un psychologue, un psychothérapeute, on va dire. J'ai joué Samuel Armstrong, qui est un avocat. Et j'ai joué Aren Conway, qui est une jeune femme d'origine indienne, assoiffée de vengeance, voilà, qui est une personnalité assez tourmentée et à la fois assez physique, donc plutôt tournée sur le combat, alors que Samuel Armstrong, lui, est tourné plutôt sur la négociation, la négociation, ouais, plutôt, et Harold Beaulieu, la persuasion et la manipulation. Donc on a des profils très très différents. Ça doit être le cas pour les autres personnages que je ne connais pas encore. Thomas Chartrand, par exemple, a l'air d'être un personnage type tank. Luciana Ricci est un Nosferatu, donc elle doit être tournée vers des éléments un peu surnaturels. Nico Miller, je ne sais pas du tout. Et Jade Duplessis, elle, me semble plutôt spécialisée vers l'investigation. Donc c'est ce qui m'intéresse. D'autant plus que lorsqu'on joue, on peut tout à fait conjuguer plusieurs personnages. Alors soit on joue en full coop et puis on peut prendre plusieurs personnages qu'on va gérer de manière pleine et entière, soit on prend un seul personnage, ce qui fait qu'on va jouer dans un format solo pur, mais on verra que ce personnage peut être associé à des alliés, et ces alliés sont une forme, on va dire, simplifiée des personnages jouables par les joueurs en général. Donc c'est assez bien fichu de ce point de vue-là. On va installer le prologue de Jeanne-Lynne Duplessis, donc qui consiste à finalement procéder au setup d'un scénario, sachant que les prologues sont des mini-scénarios en fait, mais qui fonctionnent exactement pareil, mais qu'on va à travers ça
découvrir davantage de mécaniques liées à l'investigation qu'au combat, par exemple, hein. On a vu du combat, enfin, on peut voir du combat, par exemple, lorsqu'on joue le prologue de Harren Conway. Là, il y a un combat direct. Euh, voilà. Mais de toute manière, pour ceux qui aiment les confrontations, sachez que dès le début de la campagne, de toute façon, il y a du combat, il y a du combat tactique, il y a des morts vivants, des monstres, voilà, des rencontres diverses et variées qui vont se dresser devant nous, qu'il va falloir dominer pour pouvoir avancer dans la campagne. Donc de toute manière, ne craignez rien, ce n'est pas un jeu uniquement réservé à des personnalités douées d'intellect, mais il y a aussi, voilà, il y a aussi de la confrontation, il y a aussi du danger. C'est un jeu qui est assez complet de ce point de vue-là. C'est aussi un jeu qui a fait couler pas mal d'encre parce que il est issu d'une campagne KS qui a connu pas mal de déboires, visiblement, notamment des déboires en matière de date de livraison. Il y a eu des mois et des mois de retard. Et puis, derrière, des problèmes de transcription. Alors, pas forcément de traduction, mais de transcription. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de coquilles, apparemment, dans les livrets de règles et dans le livre d'histoire, ou dans les petits livrets comme ça de scénario. Et donc, bon, bah, c'est vrai que ça a pu fâcher pas mal de backers qui ont beaucoup souffert alors que ont choisi de soutenir le projet et dont la reconnaissance a été finalement assez bousculée. Donc, l'idée, c'est aussi de voir si Vampire la Mascarade est un jeu qui mériterait d'être réhabilité ou que tout le monde a envie d'oublier. En ce qui me concerne, pour l'instant, par rapport à ce que j'ai pu voir, aux échanges que j'ai pu aussi avoir avec certains abonnés, il est vrai que le jeu n'est pas totalement dépourvu de défauts, mais ça reste un bon jeu, hein, de ce que j'en ai testé, de ce que j'en ai vu. Le jeu vaut le coup. Après, moi, je ne l'ai pas backé, donc j'ai pas subi, j'ai pas vécu les mêmes écueils que les backers, et il faut comprendre que certains peuvent avoir une vraie réserve quant à Vampire la Mascarade. Voilà. Mais j'espère qu'à travers ces vidéos, peut-être que voilà, j'adoucirai un peu le sentiment qu'on peut éprouver vis-à-vis de cette production voilà, qui a pu décevoir un certain nombre de gens, mais qui en même temps, je pense, a pu aussi en satisfaire pas mal d'autres de par ses qualités ludiques, tout simplement. Enfin, voilà, c'est ce que j'avais envie de dire au préalable. Donc, ce qu'on va faire, on va maintenant se lancer dans l'installation du prologue, ce qui va me permettre aussi de mettre cet épisode en ligne en attendant la réponse de Funforge et leur autorisation pour qu'on puisse se lancer dans une campagne de manière pleine, entière et sereine pour tout le monde. Voilà. Allez, c'est parti pour la mise en place du prologue. La mise en place de Vampire la Mascarade fait davantage penser à la mise en place d'un jeu de rôle qu'à la mise en place d'un jeu de plateau. C'est peut-être d'ailleurs pour ça que le livret de règles est souvent montré du doigt par les joueurs, parce que son organisation ne correspond pas à ce qu'on a l'habitude de voir. C'est-à-dire plutôt une organisation centrée sur le déroulement d'un tour de jeu, sur la description des mécaniques, etc. Non, là, on va être plutôt sur un livret qui est construit comme un livret de jeu de rôle, c'est-à-dire qu'on a des familles de thématiques et qu'on va devoir piocher dans ces différentes familles de thématiques. Il est aussi construit pour suivre la logique du processus narratif qui compose le cœur du jeu. Donc en fait, c'est ce qui peut aussi dérouter un petit peu les joueurs, et ce qui peut créer, cristalliser un peu de mécontentement parce qu'on a l'impression qu'on a un peu perdu, mais au bout d'un temps, quand on est rentré dans le jeu, finalement, on s'en accommode très bien et puis on arrive tout à fait à s'y retrouver. D'autant il y a beaucoup de choses. Mais il y a beaucoup d'éléments, d'ailleurs, dans la manière dont il est rédigé qui font penser à un livret de règles, mais pour jeu de rôle. En ce qui me concerne, c'est un aspect que j'aime beaucoup. Donc c'est vrai que je ne peux pas le condamner pour ça. Alors là, on ouvre
le livret de règles, et ce qu'on voit apparaître, ce sont les pages d'errata. Ouais, là aussi, c'est une critique. Alors, ça, c'est factuel, hein, c'est-à-dire qu'il y a énormément d'errata pour ce jeu. Voilà, après dire que euh, c'est scandaleux, etc. Oui, ça l'est peut-être quand on est backer, parce que on doit pouvoir s'attendre à un jeu fini et exploitable tout de suite, surtout quand on a financé le jeu et que, bah, en théorie, pendant la campagne KS, on a eu des messages qui nous disent, bah voilà, le projet avance, vous allez être livré, machin, machin. Bon, là, ça a été, on sait que ça a été un problème pendant cette campagne. Donc, je ne vais pas revenir là-dessus. Et factuellement, il y a des errata, donc on devra s'y référer à certains moments quand on sera perdu. Mais bon, je pense qu'on s'en sortira malgré tout. Ensuite, on a au début du livret de règles, on a une présentation de la tradition, enfin des traditions qui sont finalement l'étape de la loi des vampires. Donc il y a 6 articles dont on prendra connaissance plus tard. Ici, on a le plan de Montréal qui est le théâtre, le décorum de notre aventure. Là, une table des matières. Alors ça, c'est voilà, ça peut être assez bizarre d'avoir une table de matières qui n'est pas la première page. Un contenu de boîte, très classique. Alors il y a beaucoup de choses, hein. Il y a une présentation générale du matériel qui n'est pas inutile parce que par exemple on a beaucoup de pions, beaucoup de cartes, donc il faut savoir où chercher, sinon on est un peu perdu. Donc là, c'est carrément indispensable. Et voilà. Et ensuite, on tombe sur la rubrique choisissez votre personnage. C'est ce qui va constituer la première étape de la mise en place, comme dans un jeu de rôle. Donc, on va choisir notre personnage. Alors là pour le coup c'est bien organisé, on a tous les personnages principaux, donc on en a 8. On a également un personnage qui peut être créé sur mesure, comme dans un jeu de rôle, donc on a tous les éléments nécessaires pour la construction de A à Z. Ce type de personnage s'appelle un caïtif. Voilà. On a aussi les persos contenus dans les 2 extensions que je ne possède pas encore, mais que je pense acquérir dès que possible. Alors nous, aujourd'hui, on va jouer Jade Lynn Duplessis, sachant que moi, pour l'instant, j'ai joué avec Harold Beaulieu, Aren Conway et j'en ai oublié un. Ah oui. Et Samuel Armstrong. Voilà, donc j'ai fait ces 3 prologues-là. Donc aujourd'hui, eh bien, j'aurais découvert 4 personnages. Ces 4 personnages, l'avantage, c'est qu'on pourra les utiliser pendant la campagne. C'est-à-dire que là, on les prépare, on les crée, si j'ose dire. Alors, en réalité, on les crée pas, parce que ce sont des personnages prédéfinis, mais on les finalise. Et on peut tout à fait être amené à les utiliser tous pendant la campagne, même en jeu solo. On verra comment. Et c'est un autre aspect que j'aime bien, c'est-à-dire que même dans le mode solo réel, on peut être amené à utiliser de nombreux personnages, de nombreuses personnalités différentes, avec des pouvoirs, des attributs qui sont complémentaires et intéressants. Concernant Jade Duplessis, de qui s'agit-il? Donc elle a une petite histoire dont on va prendre connaissance. Jade Duplessis est une jeune femme d'origine chinoise et québécoise. De son vivant, elle était une brillante étudiante en médecine à l'université McGill, bien partie pour obtenir sa maîtrise. Jeanne s'était spécialisée en microbiologie, plus précisément en hématologie et en troubles sanguins. Ses recherches l'avaient amenée à prendre la parole au congrès annuel d'hématologie d'Atlanta, en Géorgie. En raison de son ambition et de sa personnalité studieuse, elle a été courtisée par les clans Ventru et Tréméré de Montréal. Les Tréméré ont été les premiers à la recruter, profitant de sa soif de connaissance pour la pousser vers la sorcellerie du sang. La chanterie de Montréal, car c'est ainsi que se surnomment les Tréméré locaux, ne peut être plus heureuse de compter Jade parmi ses membres. Elle a adopté la magie du sang comme un poisson dans l'eau, donnant raison à la congrégation de Montréal dans le choix de sa recrue. Grâce à ses connaissances en hématologie, combinées à ses nouvelles connaissances sur la résonance sanguine, Jade a commencé à étudier le lien entre les pouvoirs vampiriques et l'état émotionnel de leur proie. Caleb, le shérif de Montréal, s'est également intéressé à Jade et fait souvent appel à elle pour traiter des affaires
importante où les traditions ont été brisées. Son ambition s'avérera précieuse pour la coterie et la ville. Alors, elle maîtrise les disciplines de sorcellerie du sang, de thaumaturgie, d'aospec, on verra tout ça, de domination et de contrôle. Elle a un défaut, c'est le sang de l'usurpateur, c'est-à-dire qu'elle est incapable d'exécuter puissance du sang. Donc ça, on verra que c'est un pouvoir particulier de certains vampires, mais elle ne sait pas le faire. On prend sa figurine, qui a exactement le même visuel animé, là, j'aime bien le mouvement de son manteau, et on poursuit. Alors, comment mettre en place le personnage? Eh bien, quand on tourne les pages, c'est simple, on est invité à récupérer le matériel d'abord. Donc, on va aller chercher la carte personnage, c'est indiqué là. La carte personnage, c'est la plaquette, hein, double couche, sur lequel on va pouvoir suivre le compteur de dégâts, de volonté et de soif. On va également avoir un petit feuillet. Donc, on a des feuillets préétablis pour les personnages prédéfinis, qui nous montrent les attributs, les compétences et les disciplines de Jade. On pourra aussi, sur ce feuillet, inscrire les points d'XP, encore un héritage des jeux de rôle, que l'on va accumuler, qui nous permettront de faire évoluer notre perso au gré des chapitres. Et tout en haut, j'aime bien la manière dont c'est intégré à la fiche, on a le défaut. C'est-à-dire qu'on sait tout de suite quelle est sa limite. Donc là, on sait qu'elle a le sang de l'usurpateur. Le symbole qui lui correspond à cette espèce d'icône. Voilà, donc en matière d'installation, eh bien, il suffit de poser devant nous ces deux éléments. Une fois qu'on a fait ça, eh bien, là encore, à la manière d'un jeu de rôle, on va déterminer le niveau de dégâts, donc le nombre de points de vie, autrement dit, le niveau de volonté et le niveau de soif du personnage. Alors, tous les personnages commencent avec 1 de soif. Et ils commencent de la sorte chaque chapitre. On n'a pas besoin de se poser de questions, c'est toujours un cube sur 1 de soif. Alors, on verra à quoi correspond la soif, mais en fait, c'est la faim de sang qui anime les vampires, hein, tout simplement. Les dégâts sont calculés de la manière suivante. En fait, on prend leur score physique indiqué sur la fiche et on multiplie par 2. Ce qui signifie que là, Jade a 4 points de vie. Alors, comment on les indique sur la... Comment on indique cette information sur la plaquette? Eh bien, on va utiliser ces petits jetons là pour neutraliser les crans qui ne seront pas utilisés. Pour le moment, elle a 4 crans, donc on va mettre un petit jeton carré dans tous les autres emplacements. Je ferai ça hors caméra. Au niveau de la volonté, le calcul est un petit peu différent puisque la volonté qui va représenter la capacité d'un personnage à relancer jusqu'à 3 dés noirs, on verra qu'il y a des dés noirs et des dés rouges, eh bien, cette volonté est l'addition des attributs social et mental. Donc là, 2 plus 3, on est à 5 en volonté. Ce qui signifie qu'on va neutraliser les emplacements à partir du 6. Ces emplacements seront déverrouillés au fur et à mesure de la partie. On peut par exemple acheter des points de dégâts de volonté en dépensant des XP. C'est une possibilité. Au-delà des dégâts de la volonté et de la soif, la fiche présente donc les compétences. Les compétences sont des attributs, enfin sont des capacités limitées qui vont nous permettre d'être plus ou moins à l'aise lors de tests en se conjuguant avec les attributs. Au moment de faire un test, on lancera un nombre de dés correspondant à l'attribut utilisé, donc par exemple physique, social, mental, et dont le nombre de succès obtenus dépendra des phases de dés tirées. Donc par exemple, ça c'est un échec, ça c'est une réussite, et puis je crois qu'il y a des doubles réussites, voilà, c'est ça. Ça compte comme deux succès. On comptabilisera les succès de la manière suivante. Donc, on comptera le nombre de phases de dés succès, double succès ou simple succès, auquel on additionnera les coches
présente dans la compétence utilisée pour le test, là où les compétences utilisées pour le test. Donc, par exemple, là, si on fait un test de vigilance, à partir de l'attribut mental, on va lancer 3 dés. Donc, mettons qu'on obtienne des résultats succès. Donc, on a obtenu 3 succès, auxquels on additionnera 3 succès automatiques, finalement, accordés par la capacité de vigilance de Jade. Donc là, ça nous donnerait 6 succès. Dans ce cas de figure, par exemple, si j'ai qu'un succès, plus 3, ça nous fait 4 succès. Voilà comment fonctionnent les capacités liées aux compétences lors d'un test et à quoi elles servent. Cette dimension est très importante parce qu'on va voir qu'il y a de nombreux tests à faire. C'est un jeu qui fait souvent appel à des lancers de dés, là encore, à la manière d'un jeu de rôle. Au niveau de la préparation du personnage, il nous reste à définir l'humanité de Jeanne Duplessis. Alors pour définir l'humanité, eh bien, on va simplement lui donner 7 cartes en début de partie, en début de campagne. Donc chaque personnage commence avec un niveau d'humanité de 7, ce qui signifie que votre moralité est toujours intacte malgré les horreurs de votre nouvelle non-vie, puisque les vampires sont des morts vivants. Ensuite, et ça va constituer la dernière étape de la préparation de notre personnage, on va attribuer à Jade ses cartes. Elle a 2 types de cartes. Les premières sont les cartes de combat. Voilà. Donc on voit personnage, combat, deck de base. Le deck de base de tous les personnages est constitué des éléments suivants. Et c'est là encore on voit l'empreinte JDR, puisqu'on a des petits tableaux comme ça qui décrivent certains aspects. Et donc le deck de combat de base d'un personnage est toujours constitué dans le domaine bagarre de coup de poing, coup de pied bas, garde, morsure, et dans la rubrique armes de tir et taillade. Donc on va récupérer ces cartes. Alors là, il y a des décalages entre le livret de règles et ce qu'il y a écrit sur les cartes. La taillade, c'est tailladé. Garde, il n'y a pas de problème. Morsure, coup de poing, balayage remplace le coup de pied bas. Il n'y a pas de coup de pied bas. Et puis, il me manque, voilà, tir. Et tir est remplacé par la carte ciblée, qui est une carte de base également. Voilà. Deck de base, combat, et qui veut dire criblé, plutôt pas ciblé. Donc ça, c'est le deck de base de combat de Jade, et c'est aussi le deck de base de combat de tous les personnages que l'on peut croiser. Donc on le met à côté de son plateau. Enfin, on va aller chercher les cartes de pouvoir de discipline qui correspondent aux pouvoirs inscrits sur la fiche de Jade. Alors les disciplines, il y a un énorme deck dans laquelle j'ai déjà en plus prélevé d'autres cartes pour d'autres personnages, les 3 personnages que j'ai déjà découverts. Et donc on va aller chercher les disciplines de Jade, sachant qu'au tout début du jeu, en ce qui concerne la domination et le contrôle, elle n'a pas de carte puisqu'on voit elle n'a pas de niveau. Par contre, elle est au niveau 1 de la sorcellerie du sang thaumaturgie et elle est au niveau 1 de l'Auspex. Voilà, donc là j'ai récupéré la première discipline qui relève de l'Auspex. On va voir ce que c'est l'Auspex. Et là, de la sorcellerie du sang. Alors, en début de partie, en début de campagne, elle est au niveau 1 en sorcellerie du sang. Donc on va aller chercher le niveau 1 également, sachant qu'il y a 4 niveaux ici. Donc à chaque fois, chaque niveau a des capacités et un nom spécifique. Donc on pourra faire progresser ça au fur et à mesure. Quand elle atteint le niveau 2, d'ailleurs, elle aura le choix entre l'un ou l'autre des pouvoirs. Donc là, au niveau 1, elle a le vol de sang, que l'on va récupérer. Là, on retrouve le symbole. Voilà. Donc elle a bien ces 2 disciplines. Ce qui met fin finalement à la préparation de ce personnage. Donc vous voyez que finalement, la préparation d'un personnage, si on tient compte de l'humanité, est vraiment quelque chose à la fois d'élaboré, mais à la fois de simple, qui ne va pas prendre la tête et qui ne va pas mettre 1 heure non plus de préparation. Donc ça, moi j'aime bien parce que on prend connaissance du personnage, mais sans que ce soit lourd. Après
la détermination du personnage qu'on a choisi, eh bien, on passe à la préparation du chapitre en tant que tel. Donc, voilà, on va jouer une mission. Nous, la mission qu'on va jouer, pour l'instant, c'est un prologue. C'est finalement un chapitre de présentation de notre personnage. Donc, il suffit de consulter pour ça la rubrique de mise en place dans le livret de règles et la rubrique de mise en place du chapitre dans le livret de règles suit le choix du personnage et sa construction. Donc là encore, c'est tout à fait logique. Alors, la première étape proposée par le livret de règles, c'est avant de commencer un chapitre, en fait, il y a des étapes préalables de nous permettant, par exemple, de dépenser de l'XP, d'acheter des objets, d'échanger des faveurs, on verra ce que sont les faveurs, etc., etc. Mais ça, c'est plus utile entre deux chapitres qu'on aurait réalisés. On peut également déclencher une chasse. Alors ça, c'est quelque chose qu'on découvrira ensemble aussi, parce que je ne l'ai jamais fait pour l'instant. Et donc une chasse permet à un vampire de se nourrir entre deux missions, finalement, entre deux chapitres. Donc là encore, un déroulé logique, et voilà, ensuite on est à la page, alors c'est vrai qu'on est à la page 25, et apparaît seulement la rubrique Commencer un chapitre. Donc pour commencer un chapitre, on doit déjà ouvrir le livret d'histoire. Le livret d'histoire, c'est celui-ci. En gros dessus. Commencer un chapitre, ouvrir le livret d'histoire. Alors, euh, le livret d'histoire est simple d'utilisation, parce qu'il est bien indexé pour le coup. Nous, on va jouer un prologue, et on va jouer le prologue qui concerne Jade. Donc voilà. Donc Jadeline Duplessis, c'est page 17. Donc on va ouvrir à la page 17 et on sera déjà prêt de ce point de vue-là. Pas d'autres questions à se poser. Page 17. On est bon. Jadeline Duplessis. Alors il faut savoir que des fois, entre le livret de règles et le livret de scénario d'histoire, il y a des différences de numéro de page. L'indexation n'est pas du tout la même, donc il faut chercher. Voilà. C'est le cas par exemple pour la chasse, qui dans le livret de règles apparaît page 150 alors qu'elle est page 168. C'est pas gravissime, mais c'est vrai que c'est pénible de devoir chercher où on se dit mince, mon livre n'est pas complet, etc. Alors si tout est complet, mais par contre l'ordre n'est pas respecté. Et donc ce livret de règles va présenter une page pour ce chapitre, décomposé en trois parties. Première partie de la narration, deuxième partie les objectifs et l'amorce d'un point de vue narratif, et enfin, en troisième partie, la présentation du plateau de jeu et la mise en place des différents éléments. Donc c'est ce qui va nous intéresser tout de suite. Alors, Tréméré, prologue. Ce chapitre doit être joué en solo. Vous êtes tiré de vos études par le bruit de quelqu'un qui frappe à votre porte. Vous vous redressez sur votre chaise et refermez rapidement le vieux tome que vous étiez en train d'étudier. Peu de gens sont autorisés à mettre les pieds dans la chanterie, encore moins sont autorisés à circuler sans surveillance. Et puisque vous aviez prévenu les goules résidentes de ne pas vous déranger ce soir, ce visiteur est sans doute quelqu'un d'important. Vous dirigez vers la porte et regardez à travers le judas. Il y a un homme de l'autre côté. Il porte un long manteau noir sur une chemise blanche immaculée. Sa peau de porcelaine est striée de veines noires qui recouvrent son crâne. C'est Caleb, le shérif. Vous vérifiez que vous êtes relativement présentable avant d'ouvrir la porte. Bonsoir, monsieur Duval, dites-vous respectueusement. Bonsoir, Jade. Tenez-vous prête. Nous avons un problème. Sans un mot de plus, vous récupérez votre sac et votre veste et sortez de votre appartement. Vous montez dans la voiture de Caleb et vous partez tous les deux. Vous observez la vie nocturne de Montréal à travers le centre-ville. Caleb reste silencieux pendant une bonne partie du voyage et il finit par rompre le silence. Le SPVM a été appelé dans une maison de Saint-Léonard pour un double meurtre. Les informateurs me disent qu'ils croient que c'est lié à des descendants. La police est déjà sur les lieux, mais ils n'ont pas encore tout vérifié. Je veux que vous fouilliez l'endroit, que vous découvriez ce qui s'est passé et que vous vous assuriez que le bétail
oublie que l'un de nous était présent. Considérez cela comme un test de vos compétences pour la Camarilla. Alors que Caleb entre dans la rue résidentielle, vous pouvez voir les gyrophares d'une voiture de police au loin. Caleb rompt à nouveau le silence. Sa voix est paternelle mais sévère. Ne décevez pas la Camarilla, Jade. Il fait une pause et ajoute: ne me décevez pas. Voilà, donc nous allons devoir mener l'enquête. À ce moment-là, on peut prendre connaissance de l'objectif du chapitre qui consiste à trouver ce qui est arrivé et vérifier que la mascarade n'a pas été brisée. Alors la mascarade, c'est finalement l'une des lois de la tradition dont on va prendre connaissance tout de suite. Donc les traditions sont généralement organisées en sectes. Les vampires sont généralement organisés en sectes qui partagent un intérêt commun. La Camarilla est une des plus anciennes et des plus grandes sectes, un véritable pilier de la société vampirique qui a perduré jusqu'à ce jour. Les traditions forment le fondement juridique de la société de la Camarilla, même si, de nos nuits, le prince remplit le rôle de l'ancien décrit dans les traditions. La culture de la Camarilla est principalement issue de ces traditions. La présentation est décrite dans la tradition de l'hospitalité, la chasse au sang dans la tradition de la destruction et le partage des terres dans la tradition du domaine. La première tradition s'intitule la mascarade. Tu ne révéleras point ta vraie nature à ceux qui ne sont pas du sang. Si tu enfreins cette tradition, tu renonces à tes droits au sang. Donc voilà ce qu'est la mascarade. Il ne faut pas se laisser percer à jour ou percer à nuit pour lever quand on est un vampire. Donc, personne ne doit savoir que nous sommes vampires. C'est ça le principe de la mascarade. Si jamais, par accident ou par vice, nous devions révéler au monde notre présence, il y aurait des conséquences importantes et pour nous et pour la mascarade. Quand la mascarade est révélée, on dit qu'elle est brisée, d'où cet objectif de mission qui va être celui de Jade pour ce prologue. En action, on va devoir lire l'événement E1. Pour ça, on va aller chercher le livret de chapitre. Donc le jeu en comporte 60, on l'a vu. Et donc le livret de chapitre correspond à celui-là, donc Jade Lynn Duplessis, prologue, Tréméré. Donc on est vraiment sur le bon chapitre. Donc ce sont des petits livrets. Alors celui-ci comporte 88 pages et donc qui vont décrire tout ce qu'on va vivre dans ce scénario. Donc c'est vraiment un scénario complet, comme pour un jeu de rôle. Voilà. Bon, donc ça, on se le met de côté. Avant de nous lancer dans le scénario, bien sûr, on va terminer la mise en place. Pour terminer la mise en place, il va falloir aller chercher la tuile. Alors là, on voit que c'est la D7. Donc, je vais la chercher maintenant et on va la poser devant nous pour constituer le décor de notre aventure. Voilà la tuile D7. Alors, sur cette tuile, on peut voir qu'il y a deux cadavres. C'est un espèce de mobil-home. On ne sait pas trop si c'est un mobil-home ou une petite maison. Ça ressemble plus à un mobil-home. Il y a deux cadavres recouverts, des traces de sang, des meubles renversés. On voit sur cette tuile qu'il y a différentes pièces. Alors comment on voit ça? Eh bien, les hexagones sur lesquels on va devoir se déplacer avec nos figurines, qui reprennent la forme des socles des figurines. Hein, les socles sont des hexagones aussi. Eh bien, il y a des hexagones en pointillés et en ligne pleine. Les lignes pleines agissent comme des murs infranchissables. On ne peut se déplacer d'un hexagone à l'autre que si celui-ci est doté de pointillés. Ce qui signifie que là, voilà, il y a un mur. Donc, on voit là, il y a une salle de bain, un cabinet de toilette, dans lequel on pourra aller. Sinon, tout le reste est accessible directement. Donc voilà, un espèce de mobil-home qui peut faire penser à certains films dans lequel on va se retrouver. Ensuite, on va placer dans l'entrée, ici, Jade avec un personnage, et ce personnage est le détective chargé de l'enquête. On va rencontrer un PNJ détective qui va servir
à dialoguer avec nous. On le voit grâce à cette icône que l'on retrouve sur le plan. Donc je vais mettre en place ce personnage. On a également un policier qui est dans les lieux, ainsi que Gaby Tremblay. Donc, Gaby Tremblay, on le découvrira plus tard, mais c'est un personnage qui fait partie de la Camarilla. Donc nous voilà accueillis par le détective. Et dans le bâtiment, nous aurons l'officier, le policier numéro 9 et Gab Tremblay. Alors Gab Tremblay, alors oui, Gab Tremblay, c'est une figurine, il me semble. Je crois que... Ouais, Gab Tremblay, c'est lui, avec son couteau là, ce qu'il fait là. Et le policier, donc Gab Tremblay, il est dans le coin là-bas, orienté comme ça. Et le policier, c'est le standy numéro 9, qui est ici. Donc, voilà le policier qui discute, alors, ouais, qui semble discuter avec Gaby. Il interroge probablement, je ne sais pas trop ce que fait Gaby ici. Ça, on va le découvrir. Voilà, donc là, on est bien identique. Le plateau de notre installation est identique à ce qu'on voit. Est-ce qu'il y a d'autres éléments? Non, il n'y a aucun autre élément sur le plateau. Il n'y a pas de jeton particulier, pas d'autres personnages. Il nous reste qu'une chose maintenant, c'est à nous lancer dans l'action. Donc la préparation de la partie est totalement terminée. On est prêt à démarrer. Ce qui veut dire aussi que pour démarrer, on va devoir ouvrir le livret de scénario. On va regarder où se trouve l'événement que l'on doit consulter. Alors c'est facile, là on a lisé l'événement E1, donc on va aller dans le chapitre et on va regarder événement E1. Alors jetons action 1. Alors ça c'est bizarre parce que donc je vais aller le chercher parce qu'il n'est pas sur le plateau. Donc j'imagine qu'il va falloir le poser quelque part. Enfin j'en sais rien. Je ne sais pas comment fonctionne cette mécanique, donc on va la découvrir ensemble. Ce qui fera aussi l'objet de notre prochain épisode, puisqu'on démarrera le scénario dans la prochaine vidéo. Voilà, j'ai été chercher le jeton qui servira pendant cette mission. Je vais maintenant mettre fin à ce premier épisode de préparation. On a vu que que mettre en place une partie de Vampire la Mascarade, alors bien sûr là c'est un petit peu long parce qu'il s'agit d'une partie filmée, mais en réalité il faut moins de 5 minutes. Le temps de retrouver les éléments dans la boîte, ce qui est le plus long finalement. Mais voilà, mettre en place une partie de Vampire la Mascarade, c'est à la fois facile, rapide et efficace. Et on sait exactement comment les choses vont démarrer, on sait à qui on a affaire, et on sait également quel est l'environnement qui est le nôtre pour cette partie. Donc moi, de ce point de vue-là, j'aime beaucoup. Alors, on n'a pas parlé de tout le matériel qui est nécessaire pour la partie. Là-bas, j'ai les cartes. Dans les deux boîtes, j'ai les pions. J'ai ici la réglette d'initiative, on y reviendra, et puis un plateau de suivi des rounds de la mascarade et du statut. Voilà, là j'ai une petite synthèse des résultats de dés, une petite carte d'aide, donc on a vraiment tout ce qu'il faut. Il n'y a plus qu'à se lancer dans la partie. Donc je vous dis à très bientôt pour la suite, enfin pour le début même, de ce premier chapitre de Vampire la Mascarade. Je suis impatient de vous retrouver, mais je dois attendre encore l'autorisation des ayants droit. Dès que je l'obtiens, je mets les parties en ligne. Allez, en attendant, je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien. Je vous embrasse. Salut.